Le diablotin à ressort. Une nouvelle de Ray Bradbury. Il regardait par les fenêtres le matin froid. Il tenait dans ses mains la boîte du diablotin à ressort, dont il essayait de forcer le couvercle rouillé. Il avait beau s'obstiner, le diablotin refusait de jaillir vers la lumière en criant, de frapper l'air avec ses mains de velours, ou de s'agiter dans tous les sens avec son sourire peint, un peu fou. Étouffé sous le couvercle de sa prison, il restait tassé, son ressort parfaitement enroulé. En appuyant l'oreille contre la boîte, on sentait la pression intérieure, la peur et la panique du jouet, pris au piège. C'était comme si l'on avait tenu un cœur dans la main. Edwin n'aurait pu dire si la boîte palpitait ou si son propre sang battait contre le couvercle. Il jeta la boîte à terre et regarda par la fenêtre. Par-delà les vitres, les arbres entouraient la maison qui entourait Edwin. Son champ de vision s'arrêtait aux arbres. S'il essayait de chercher un autre monde au-delà, les arbres se resserraient, le vent entretissait leurs feuilles en un rideau épais pour étouffer sa curiosité et voiler ses yeux. Edwin. Derrière lui, la respiration nerveuse de mère qui attendait en buvant le café de son petit déjeuner. Cesse de regarder. Viens manger. Non, murmura-t-il. Quoi? Un froissement empêché, elle avait dû se retourner. Qu'est-ce qui est le plus important? Le déjeuner ou cette fenêtre? La fenêtre, murmura-t-il, explorant du regard les sentiers et les pistes qu'il avait parcourus depuis 13 ans. Était-il vrai que les arbres ondoyaient sur 15 000 kilomètres vers le néant? Il n'aurait su le dire. Son regard revint, vaincu, à la pelouse, aux marches, ses mains tremblaient sur la vitre. Il alla manger ses abricots fades, seul avec mère dans la vaste salle à manger sonore. 5000 matins à cette table, à cette fenêtre, et pas un mouvement au-delà des arbres. Tous deux mangeaient en silence. Lui et sa mère, cette vieille femme pâle, que personne à part les oiseaux n'apercevait dans cette vieille maison de campagne aux fenêtres voûtées du 4e étage. Chaque matin à 6 heures, chaque après-midi à 4 heures, chaque soir à 9 heures. Une minute après minute, elle déambulait dans sa tour, silencieuse, blanche, élancée, solitaire et tranquille. C'était comme si, en passant devant une serre abandonnée, on avait vu une dernière fleur blanche et sauvage, levant sa tête vers la clarté lunaire. Et son fils Edwin était le chardon que le vent aurait pu, d'un souffle, la saison venue, dépouiller sa crête du duvet. Ses cheveux étaient de soie, et ses yeux d'un bleu soutenu, et toujours brillant de fièvre. Il avait un air halluciné, l'air d'un enfant qui dort mal. Il aurait pu éclater comme une poignée de pétards au moindre claquement de porte. Sa mère se mit à parler lentement, d'abord avec une extrême prudence, puis plus vite, avec colère. Elle finit presque par lui cracher au visage. « Pourquoi faut-il que chaque matin tu désobéisses ?
Je n'aime pas cette façon que tu as de rester à regarder par la fenêtre. Entends-tu? Que veux-tu? Tiens-tu à les voir? Elle criait, ses doigts se crispaient. Elle était ardemment belle, comme une fleur blanche courancée. Est-ce que tu tiens à les voir? Est-ce que tu tiens à voir les bêtes qui courent par les sentiers et écrasent les gens comme des fraises? Oui, pensait-il. J'aimerais voir les bêtes, si horribles fussent-elles. As-tu envie d'aller là-bas? Hurla-t-elle. Comme ton père l'a fait avant ta naissance, pour être tué, comme il l'a été, renversé par une de ces terreurs de la route? Aimerais-tu cela? Non. Cela ne suffit-il pas qu'ils aient assassiné ton père? Comment peux-tu même oser penser à ces bêtes? Elle eut un geste vers la forêt. Ma foi, si tu as tellement envie de mourir, vas-y. Elle se calma, mais ses doigts continuèrent à se crisper et à se détendre sur la nappe. Edwin, ton père a bâti ce monde-ci, dans ses moindres détails. Il était beau pour lui. Il devrait être beau pour toi. Il n'y a rien, rien au-delà de ces arbres, rien que la mort. Je ne veux pas que tu t'en approches. Le monde est ici. Il n'en existe aucun autre qui mérite qu'on s'en soucie. Il courba la tête, piteusement. Souris à présent et finis ton toast, dit-elle. Il mangea lentement, la fenêtre se reflétait en secret dans sa cuillère d'argent. Mens. Il ne parvenait pas à le dire. Qu'est-ce que c'est, mourir? Tu en parles souvent. Est-ce un sentiment? Pour ceux qui doivent survivre à quelqu'un d'autre, oui. Un sentiment très pénible. Elle se leva soudain. Tu es en retard pour l'école. Cours! Il l'embrassa, attrapant ses livres au vol. Au revoir! Salut ta maîtresse pour moi! Il s'enfuit à la vitesse d'une balle de fusil. Il gravit d'interminables marches, traversant des couloirs, des salles, passant de sombres galeries, devant des fenêtres blanches qui déversaient leurs cascades de lumière. Montant toujours de plus en plus haut, à travers les étages des mondes successifs, semblables aux couches d'un gâteau glacé, d'épais tapis d'Orient et garnis de bougies brillantes. Sur le palier du grand escalier, il plongeait son regard à travers 4 portions d'univers. Les basses terres de la cuisine, de la salle à manger, du salon. 2 pays intermédiaires de salles de musique, de jeux, de tableaux, de pièces fermées et interdites. Et là, il se mit à tournoyer. Les hautes terres des pique-niques, de l'aventure et de la connaissance. Là, il errait, flânait, s'asseyait, en fredonnant de solitaires chansons enfantines, sur le sinueux chemin de l'école. Ceci, donc, était l'univers du père. Père,
où Dieu, comme Mère l'appelait souvent, avait élevé cette montagne de murs couverts de papier peint. Il y avait bien longtemps. C'était la création de Père Dieu, dans laquelle des étoiles s'allumaient au déclic d'un interrupteur. Mère était le soleil qui rythmait la rotation de tous les mondes. Et Edwin, sombre petit météore, tournoyait à travers les sombres tapis et les claires tapisseries de l'espace. On le voyait monter puis disparaître sur de vastes escaliers comètes pour des expéditions ou des explorations. Parfois, il pique-niquait avec Mère, dans les hautes terres. On étalait de frais linges blancs, sur la pelouse rouge et pelucheuse de tapis persans, sur les prairies cramoisies d'un plateau au sommet des mondes, où des portraits écaillés d'étranges basanés épiaient avec mesquinerie leurs repas et leurs jeux. Ils tiraient l'eau de robinets d'argent, dans des niches de céramique, dissimulées, brisées avec des cris joyeux, leurs coupes sur les pierres du foyer. Jouaient à cache-cache dans les pays enchantés, d'en haut, dans ces régions inconnues, sauvages, cachées, où Mère le découvrait. Enroulé comme une momie dans la draperie de velours d'une fenêtre ou sous la housse des meubles, comme une plante rare abritée par le vent. Une fois, il s'était perdu. Il avait erré pendant des heures au pied d'absurdes collines de poussière et d'écho, où les cintres d'un placard ne portaient que la nuit. Mais elle le trouva et l'emporta, en larmes, à travers les niveaux de l'univers jusqu'au salon, où des atomes de poussière parfaits et familiers tombaient en pluie d'étincelles dans les rayons du soleil. Mais Mère, elle le retrouva et l'emporta, en larmes, à travers les niveaux de l'univers jusqu'au salon, où des atomes de poussière parfaits et familiers tombaient en pluie d'étincelles dans les rayons de soleil. Il gravit en courant un escalier. Ici, il frappait à 1000 portes, toutes closes et défendues. Là, il flânait sous les yeux dorés et brûlants des dames de Picasso et des messieurs Dali, qui criaient silencieusement dans leur asile de toile. « Ces choses vivent là-bas », avait dit sa mère, en indiquant les familles de Dali Picasso. Il se mit à courir en passant devant eux et en leur tirant la langue. Il cessa de courir. Une des portes interdites était ouverte. Le chaud soleil, qui se glissait par là, l'enflammait. Au-delà de la porte, un escalier en colimaçon envoyait silencieusement sa spirale vers le soleil. Il resta là, bouche bée. Depuis des années et des années, il essayait les portes et les trouvait toujours fermées. Qu'arriverait-il maintenant s'il poussait celle-ci ? S'il l'ouvrait en grand ? S'il gravissait l'escalier ? Quelque monstre serait caché au sommet. Sa voix ricocha sur la spirale de lumière, murmurant un faible écho lointain et paresseux, qui s'évanouit aussitôt. Edwin franchit la porte. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal !» chuchota-t-il, vers les hauteurs ensoleillées. Il monta, faisant une pause à chaque marche, attendant son châtiment, paupières closes comme un pénitent. Il se mit à bondir plus rapidement, tournant encore et encore jusqu'à ce que ses genoux devinssent douloureux, que sa respiration jaillit en gerbes et que sa tête sonnait comme une cloche. Enfin, il atteignit le terrible sommet, but son ascension, et se retrouva sur la plateforme découverte d'une tour inondée de lumière. Le soleil l'éblouit, soudainement. Jamais autant de soleil. Il buta contre le garde-fou métallique. « C'est là ! C'est là !» Il décrivit un cercle en courant. « Là ! Il avait dépassé la sombre barrière des arbres. Pour la première fois de sa vie, il dominait les châtaigniers et les ormes, balayés par le vent, et aussi loin que sa vue portait, il y avait de l'herbe verte, des herbes verts et des rubans blancs sur laquelle couraient des scarabées. L'autre moitié du monde était bleue et infinie,
avec le soleil qui se perdait et déclinait dans une chambre bleue incroyablement profonde, si vaste qu'il se sentit tomber, lui aussi. Il cria, se cramponna au parapet de la tour. Là-bas, au-delà des herbes, au-delà des rubans blancs, où couraient les scarabées, il vit des choses pareilles à des doigts, dressés, mais pas d'horreur d'Ali Picasso. Seulement quelques mouchoirs rouges, blancs, bleus, qui flottaient très haut sur de grands poteaux blancs. Soudain, il fut pris de nausée. En se retournant, il faillit tomber en bas des marches. Il claqua la porte interdite derrière lui et s'effala contre elle. « Tu vas devenir aveugle !» Il pressa ses mains sur ses yeux. « Tu n'aurais pas dû voir. Tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû. » Il tomba à genoux, resta par terre, recroquevillé sur lui-même, se couvrant la tête de ses bras. Il suffisait d'attendre un instant, la cécité n'allait pas durer. 5 minutes plus tard, il était à une fenêtre normale, des eaux de terre, et regardait son propre monde jardin habituel. Il revit une fois encore les noyers, les ormes, les murs de pierre et cette forêt qu'il avait cru être elle-même un mur interminable, au-delà duquel ne s'étendait qu'un néant de cauchemar, le brouillard, la pluie et la nuit éternelle. Désormais, il en était certain, l'univers ne se terminait pas avec la forêt. Il existait d'autres mondes que ceux enclos entre basse terre et haute terre. Il refit une tentative sur la porte défendue, verrouillée. Était-il réellement monté ? Avait-il réellement vu cette immensité mi-verte, mi-bleue ? Dieu l'avait-il vu ? Edwin trembla. Dieu ? Dieu qui fumait de mystérieuses pipes noires et brandissait des cannes magiques. Dieu qui le regardait peut-être en ce moment même. Palpitant son visage froid, Edwin murmura. « Je peux encore voir. Merci, merci. Je peux encore voir. » À 9h30, avec une demi-heure de retard, il frappa à la porte de l'école. « Bonjour, maîtresse. » La porte s'ouvrit sous sa main. Maîtresse attendait dans sa grande robe monacale, épaisse et grise, le visage caché par une capuche. Elle avait ses habituelles lunettes d'argent, sa main gantée de gris lui firent signe d'approcher. « Vous êtes en retard. » Derrière elle, l'âtre faisait flamboyer le pays des livres en couleurs vives. Il y avait des murs dont les briques étaient des encyclopédies, et une cheminée où l'on pouvait se tenir debout sans se cogner la tête. Une grosse bûche flambait. La porte se referma. Un calme chaleureux régnait dans cette pièce. Ici se trouvait le bureau de Dieu, s'asseyait jadis. Il avait foulé ce tapis, bourré sa pipe d'un tabac corsé et plongé ses regards au-delà de la grande fenêtre à vitraux. La chambre sentait Dieu. Le bois ciré, le tabac, le cuir et les pièces d'argent. Ici, la voix de maîtresse chantait comme une harpe solennelle, parlant de Dieu, des jours anciens et du monde, quand celui-ci avait été ébranlé par la détermination de Dieu, quand l'Esprit de Dieu l'avait fait trembler, quand le monde s'était bâti sous la main de Dieu. Un plan, un ordre, et on montait à madrier. Les empreintes, les doigts de Dieu reposaient encore tels des flocons de neige à demi fondus sur une douzaine de crayons taillés, déposés dans une vitrine close. Il ne fallait pas les toucher, sous peine de les voir se dissoudre à jamais. Ici, dans les hautes terres, tandis que s'écoulait la voix douce de maîtresse, Edwin apprenait ce que l'on attendait de lui et de son corps. Il devait grandir de manière à devenir une présence. Il devait s'accorder aux odeurs et aux trompettes de Dieu. Un jour, il lui faudrait se tenir bien droit et brillant d'un feu pâle, et cette haute fenêtre pour crier à la poussière des poutres des mondes de s'envoler. Il lui faudrait être Dieu lui-même. Rien ne devait empêcher cela,
ni le ciel, ni les arbres, ni les choses au-delà des arbres. Maîtresse évoluait comme un brouillard dans la pièce. « Pourquoi êtes-vous en retard, Edwin ?»« Je ne sais pas. »« Je vous le demande encore une fois. Edwin, pourquoi êtes-vous en retard ?»« Une des portes interdites était ouverte. » Oh. Il entendit siffler la respiration de maîtresse. Il la vit glisser lentement en arrière et s'enfoncer dans son large fauteuil sculpté, avalé par l'obscurité. Ses lunettes renvoyèrent un dernier éclat de lumière avant de disparaître. Il sentit qu'elle le regardait, du fond de l'ombre. Sa voix était assourdie, et tellement semblable à celle qu'il entendait la nuit. Sa propre voix, criant juste au moment où il se réveillait de quelque cauchemar. « Quelle porte ? Où cela ?» demanda-t-elle. « La porte près des gens de Dali Picasso, » répondit-il, en plein désarroi. « Oh, elle doit rester fermée !» Ils avaient toujours été amis, maîtresse et lui. Serait-ce terminé ? Avait-il tout gâché ? J'ai gravi l'escalier. Je le devais. Je suis navré, je regrette. Je vous en prie, ne dites rien à mère. Maîtresse était perdue, au creux du fauteuil, au creux du capuchon. Ses lunettes s'allumaient en faible scintillement de verre luisant, au fond du puits où elle se mouvait solitaire. « Et qu'avez-vous vu, là-haut » murmura-t-elle. « Une grande chambre bleue. »« Vraiment ?»« Et une chambre verte. Et des rubans, oui, des rubans blancs où couraient de petits scarabées. Mais je ne suis pas resté longtemps, je le jure. » Chambre verte, ruban, oui, ruban et petits scarabées qui couraient, oui, dit-elle. Sa voix l'attrista. Il tendit une main à la rencontre de la sienne, mais elle la laissa retomber sur ses genoux, puis la posa dans l'obscurité sur sa poitrine. « Je suis redescendu tout de suite, et j'ai fermé la porte. Je ne retournerai jamais voir, jamais !» cria-t-il. Elle répondit d'une voix si faible qu'il l'entendit à peine. « Mais à présent, vous avez vu, vous voudrez toujours voir davantage désormais. Vous serez toujours curieux. » Le capuchon s'inclinait lentement d'avant en arrière. Sa profondeur se retourna vers lui et demanda. « Avez-vous aimé ce que vous avez vu ? » « J'ai eu peur. C'est tellement grand. » « Grand, oui. Trop grand. Vaste. Vaste, tellement vaste, Edwin. Pas comme notre monde. Grand, vaste, incertain. Oh, pourquoi avez-vous fait cela ? Vous saviez que c'était mal. » Le feu s'épanouit et se flétrit dans l'âtre pendant qu'elle attendait sa réponse. Finalement, comme il ne parvenait pas à le faire, elle dit, ses lèvres bougeaient à peine. « Est-ce à cause de votre mère ? » ?»« Je ne sais pas. »« Elle est nerveuse ou mesquine ? Vous attrape-t-elle, vous tient-elle trop serré ? Aimeriez-vous avoir du temps pour être seul ? Est-ce cela ? » « Oui, oui, » sanglota-t-il convulsivement. « Est-ce pour cela que vous avez fui ? Existe-t-elle tout votre temps, toutes vos pensées ? » Triste et lointaine, sa voix. « Dites-moi. » Il avait les mains poisseuses de larmes. « Oui. » Il se mordait les doigts et le dos des mains. « Oui. » C'était mal d'admettre de pareilles choses, mais il n'avait pas à les avouer. C'était elle qui les disait. Tout ce qu'il avait à faire, c'était d'acquiescer.
de secouer la tête, de se mordre les jointures, de répondre par un cri rapide entre deux sanglots. Maîtresse avait 1 million d'années. Nous apprenons tous les jours, dit-elle avec lassitude. Elle se leva de son fauteuil et alla dans un long balancement de sa robe grise jusqu'au bureau où sa main gantée chercha longtemps avant de trouver un crayon et du papier. Nous apprenons, ô Seigneur, mais lentement et avec peine, nous apprenons. Nous pensons agir bien, mais à chaque fois, nous tuons le plan. Sa respiration siffla. Elle redressa brusquement la tête. Le capuchon semblait complètement vide, frissonnant. Elle écrivit quelques mots sur le papier. Donnez ceci à votre mère. Ce message lui dit que vous devez avoir chaque après-midi 2 heures entières à vous pour vous promener où vous voudrez, tout seul, n'importe où, sauf là-bas. Vous m'entendez, mon enfant ? Oui. Il s'essuya la figure, mais... Mais quoi ? Continuez. Mère m'a-t-elle menti à propos de là-bas et des bêtes ? Regardez-moi, dit-elle. J'ai toujours été votre amie. Je ne vous ai jamais battu, comme votre mère, et obligé de le faire, parfois. Nous sommes ici toutes les deux pour vous aider et comprendre et agrandir, afin que vous ne soyez pas tués, ainsi que Dieu l'a été. Elle se leva, et dans son mouvement, déplaça le capuchon de telle sorte que les couleurs des flammes ruissellèrent sur son visage. Aussitôt, leurs éclats s'estompa, ses nombreuses rides. Edwin sursauta, son cœur fit un bond. Le feu. Maîtresse se figea. Le feu. Edwin fixa le foyer, et son regard se reposa sur elle. Elle rabattit brusquement le capuchon. Le visage disparut dans ce puits profond, évanoui. Votre visage, dit Edwin, d'un air hébété. Vous ressemblez à mère. Elle marcha rapidement vers les livres, et en saisit un. Face au rayonnage, elle expliqua de sa voix aiguë, sifflante et monotone. Toutes les femmes se ressemblent. Vous savez cela ? N'y pensez plus. Tenez, tenez. Elle lui apporta le livre. Lisez le premier chapitre. Lisez le journal intime. Edwin prit le livre, sans sentir le poids entre ses mains. Le feu ronflait et s'élançait joyeusement dans le conduit quand le garçon commença la lecture. À mesure qu'il lisait, Maîtresse se laissait aller contre le dossier de son fauteuil et s'apaisait. Plus il lisait, plus le capuchon gris dondolinait avec sérénité, le visage caché à l'intérieur, tel un battant devenu silencieux dans sa cloche. La lueur du foyer enflammait les lettres fauves dorées des livres alignés sur les rayons tandis qu'il lisait et débitait les mots. Mais en réalité, il pensait à ces livres dont les pages avaient été découpées et assemblées. Certaines lignes effacées, certaines images arrachées, à ces livres dont les mâchoires de cuir étaient fermement collées, et à d'autres muselées, comme des chiens fous, par de lourds cercles de bronze pour les tenir à l'écart, lui, Edwin. Il pensait à tout cela, pendant que ses lèvres dessinaient les paroles dans la chaude tranquillité de la pièce. Au commencement était Dieu, qui créa l'univers et les mondes dans l'univers, les continents dans les mondes et les pays dans les continents, et qui modela de son esprit et de sa main sa tendre épouse et un enfant, qui le moment venu deviendra lui-même Dieu. Maîtresse hocha lentement la tête. Le feu se réduisit tout doucement, en braise somnolente. Edwin lisait.
Essoufflé, il se laissa glisser sur la rampe jusqu'au salon. « Maman !» Elle était étendue dans un fauteuil marron, douillet, essoufflée, comme si, elle aussi, avait couru. « Maman, tu es trempée ?»« Ah bon ?» fit-elle, comme s'il était responsable de sa course précipitée. « En effet. » Elle respira à fond et poussa un soupir. Puis elle prit les mains de son fils et les baisa l'une après l'autre. Elle le regarda attentivement, les yeux dilatés. « Écoute-moi, j'ai une surprise. Sais-tu ce qui va arriver demain ? Tu ne devineras jamais. Ton anniversaire. » « Mais il n'y a que 10 mois, c'est demain. Ça nous fera un bien énorme, te dis-je. Et tout ce que je dis s'accomplit, se réalise, mon cher. » Il se mit à rire. « Et nous ouvrirons une autre chambre secrète ? » demanda-t-il médusé. « La 14e chambre, oui. L'an prochain, la 15e, et la 16e, et la 17e, ainsi de suite, jusqu'à ton 20e anniversaire. Edwin. Alors nous ouvrirons les portes fermées, à triple tour, qui mènent à la chambre la plus importante de toutes. Et tu seras l'homme de la maison, Père, Dieu, Maître de l'univers. Et... dit-il, et de nouveau, en lançant ses livres dans les airs, ils explosèrent comme un grand essor de colombes. Il rit, elle rit. Leur rire s'envola et retomba avec les livres. Il courut à l'étage et redescendit en glissant sur la rampe et hurlant de joie. Elle l'attendit en bas de l'escalier, bras grands ouverts pour le rattraper. Edwin était allongé sur son lit, éclairé par la lune. Ses doigts s'acharnaient sur la boîte du diablotin, mais le couvercle demeurait obstinément fermé. Il tournait et retournait la boîte entre ses mains, machinalement, sans la regarder. Demain, son anniversaire, mais pourquoi ? Était-il si sage ? Non. Alors pourquoi cet anniversaire arrivait-il aussi vite ? Ma foi, simplement parce que les choses étaient devenues. Quel mot employer ? Tendu ? Oui, peut-être. Les choses s'étaient mises à miroiter, le jour aussi bien que la nuit. Il voyait le tremblement blanc, la lune qui tamisait sans trêve une neige invisible sur le visage de sa mère. Il faudrait au moins encore un de ses anniversaires pour qu'elle retrouve son calme. « Mes anniversaires ?» dit-il, parlant au plafond. « Mes anniversaires arriveront de plus en plus vite désormais. Je le sais bien. Maman rit trop fort, trop souvent, et ses yeux sont bizarres. » Maîtresse serait-elle invitée à la fête ? Non. Maman et maîtresse ne s'étaient jamais rencontrées. Pourquoi ? Parce que, avait dit maman, n'avez-vous pas envie de rencontrer maman, maîtresse, un jour ? Peut-être, avait dit maîtresse faiblement, en s'envolant dans le couloir aussi légère qu'une toile d'araignée. Un jour, peut-être. Où donc allait maîtresse la nuit ? Dérivait-elle vers ces montagnes secrètes tout là-haut, vers la lune,
là où les chandeliers, drapés de poussière, n'éclairaient plus rien? Ou errait-elle au-delà des arbres qui s'étendaient au-delà des arbres qui s'étendaient au-delà des arbres? Non, impossible. Il tordit le jouet entre ses mains, moites. L'an dernier, quand les choses avaient commencé à trembler et à frémir, Mère n'avait-elle pas avancé aussi son anniversaire de plusieurs mois? Oh oui, oui, oui. Pense à autre chose. À Dieu, construisant la cave glaciale et obscure, le grenier brûlé par le soleil et toutes les merveilles intermédiaires. Pense à l'heure de sa mort, écrasé par quelque monstrueux scarabée au-delà du mur. Oh, comme les mondes ont dû être ébranlés par son trépas. Edwin approcha son visage de la boîte du diablotin. Il murmura contre le couvercle. Ohé! Ohé! Aucune réponse, à part la tension du ressort comprimé là-dedans. Je t'aurai, pensa Edwin. Patience, patience. Cela fera sans doute mal, mais il n'y a qu'un moyen. Voilà, voilà. Il se déplaça du lit à la fenêtre et se pencha très loin au dehors pour regarder l'allée, dallée de marbre sous le clair de lune. Il leva très haut la boîte, sentit la sueur couler sous son aisselle, sentit ses doigts se crisper, sentit son bras se tendre d'une secousse. Il lança la boîte en hurlant. Celui-ci dégringola dans l'air froid. Il mit une éternité avant de heurter les dalles de marbre. Edwin se pencha davantage, haletant. « Eh bien, Cria-t-il, eh bien, puis toi là, toi là. » L'écho s'affaiblit. La boîte reposait dans les ombres de la forêt. Il ne pouvait voir si le choc l'avait ouverte. Il ne pouvait voir si le diablotin avait jailli, souriant, hors de sa hideuse prison, ni s'il sautillait dans le vent, par-ci, par-là, ses clochettes d'argent tintinabulant doucement. Il écouta. Il resta près de la fenêtre pendant 1 heure à observer, à écouter. Puis, il finit par regagner son lit. Le matin, des voix claires entraient et sortaient du monde de la cuisine. À la fois distantes et proches, Edwin ouvrit les yeux. À qui appartenait-elle? À qui étaient ces voix? À des ouvriers de Dieu? Aux gens de Dali? Mais non. Mère les détestait. Les voix se fondirent en un bourdonnement ronflant. Silence. Et de très loin, une course dont le bruit grossissait, devenait de plus en plus fort, jusqu'à ce que la porte s'ouvrît d'un seul coup. Joyeux anniversaire! Ils dansèrent, mangèrent des petits gâteaux glacés au sucre, mordirent dans des glaces au citron, burent des vins rosés. Là, son nom s'étalait sur un gâteau poudré de neige, tandis que Mère éveillait les accords du piano en une avalanche de sons, ouvrait la bouche pour chanter et tournoyer, pour le saisir et l'emporter vers d'autres fraises, d'autres vins, d'autres riens, qui secouaient les chandeliers en une pluie tremblotante. Puis une clé d'argent fut brandie. Ils firent la course pour ouvrir la 14e porte interdite. Prêt? Attends. La porte glissa en chuchotant dans la muraille. Oh! Fit Edwin. À sa grande déception, cette 14 chambres n'était qu'un placard.
d'un brun poussiéreux. Il n'avait rien d'aussi prometteur que la pièce de ses précédents anniversaires. Le cadeau de ses 6 ans avait été la salle de classe des Hautes Terres. Pour ses 7 ans, il avait ouvert la salle de jeu de Basse Terre. Pour le 8e anniversaire, la salle de musique. La 9e, la miraculeuse cuisine avec son feu d'enfer. La 10e, la pièce où des phonographes crachaient une exaltation continue de fantômes fredonnant sur une brise légère. La 11e, la vaste salle en losange du jardin, avec un tapis qu'il fallait tondre au lieu de balayer. Oh non, ne sois pas déçu. Allez, entre. Mère, en riant, le poussa dans le placard. Attends de voir à quel point c'est magique. Ferme la porte. Elle poussa un bouton rouge au ras du mur. Edwin cria « Non !» La petite pièce se mit à vibrer et à frémir comme une bouche qui les aurait retenus dans ses mâchoires d'acier. Elle s'ébranla et le mur glissa vers le bas. « Oh, calme-toi maintenant, mon chéri !» dit-elle. La porte disparut à travers le plancher. Un long mur parfaitement dépouillé ondula comme un interminable serpent bruisant, passant devant des portes sans arrêt, continuant son voyage. Cependant, Edwin se cramponnait à la taille de sa mère et hurlait. La petite pièce gagnit, s'éclaircit. La voix quelque part dans les profondeurs, le tremblement cessa et tout s'immobilisa. Edwin fixa une nouvelle porte inconnue et entendit sa mère lui dire « Vas-y, ouvre-la. Voilà, c'est comme ça, là. » Et la nouvelle porte s'ouvrit sur d'autres mystères. Edwin cligna des yeux. « Les Hautes Terres. Nous sommes dans les Hautes Terres. Comment sommes-nous arrivés ici? Où est le salon, maman? Où est le salon? » Elle le tira par la porte ouverte. « Nous avons bondi jusqu'en haut. Nous avons volé. Une fois par semaine, tu voleras. Jusqu'à l'école, au lieu de courir, en faisant tout le tour. » Il ne pouvait pas encore bouger. Figé sur place, il considérait le mystère d'une terre échangée contre une autre, d'un pays remplacé par un autre, plus lointain et plus élevé. « Oh, mère, mère !» dit-il. Ils passèrent de longues heures paisibles et délicieuses à musarder dans l'herbe du jardin, à boire de grands bols de cidre, les coudes enfoncés dans des coussins de soie cramoisis, débarrassés de leurs souliers, les orteils nichés dans des pissenlits acidulés et dans du trèfle doux. Mère sursauta par 2 fois en entendant rugir des monstres au-delà de la forêt. Edwin lui baisa la joue. « Tout va bien, dit-il. je te protège. Je sais que tu le feras. » fit-elle, mais elle se détourna pour regarder la silhouette des arbres, comme si d'un moment à l'autre le chaos extérieur pouvait d'un seul coup écraser la forêt de son pied de titan et venir les réduire en poussière. Au terme de ce bel après-midi bleu, ils virent très haut une espèce d'oiseau chromé, traverser en grondant une claire trouée dans les arbres. Ils coururent vers le salon, tête baissée, comme avant un orage vert d'éclairs et de pluie, percevant ce bruit d'aveuglante averse pour les tremper. Des crépitements, l'anniversaire s'évanouit, en une légère flambée de cellophane. Au soleil couchant, dans la pénombre du doux pays du salon, Mère inhala de ses minuscules narines juvéniles l'arôme du champagne. Sa bouche, rose, estivale et limpide, l'avala. Puis, à la fois agitée et somnolente, elle conduisit Edwin à sa chambre et l'y enferma. Il se déshabilla lentement, en une pantomime émerveillée, songeant à l'année en cours, à celle d'après et aux suivantes. Quelle chambre ouvrirait-on? Qu'adviendrait-il des bêtes, des monstres? Serait-il écrasé, tué, en étant Dieu? Qu'est-ce que voulait dire tuer? Qu'est-ce que la mort?
La mort était-elle un sentiment? Dieu l'avait-il trouvé si agréable qu'il n'était jamais revenu? La mort était-elle donc un voyage? Dans le couloir, en redescendant, Mère laissa retomber une bouteille de champagne. Edwin lentement dit et frissonna, car une pensée lui traversa l'esprit. C'est ce bruit-là que ferait Mère si elle tombait, si elle se brisait. On trouverait au matin 1 million de fragments. Du cristal brillant et transparent, du vin clair sur le parquet. C'est tout ce qu'on verrait à l'aube. Dans sa chambre, le matin diffusait le parfum des vignes, des raisins et de la mousse, une odeur de fraîcheur ombragée. En bas, le petit déjeuner devait selon toute probabilité se matérialiser en un clin d'œil sur les tables hivernales. Edwin se leva, fit sa toilette, s'habilla et attendit. Il se sentait bien. Dorénavant, les choses iraient mieux. Pendant au moins 1 mois. Aujourd'hui, comme tous les jours, il y aurait le petit déjeuner, l'école, le déjeuner, des chants dans la salle de musique, 1 heure ou 2 de jeux électriques, et puis le thé dans les terres extérieures, sur l'herbe lumineuse. Puis de nouveau l'école, puis 1 heure environ, 1 heure pendant laquelle maîtresse et lui pourraient explorer ensemble la bibliothèque, expurger, et ils s'interrogeraient en mots et en pensées sur ce monde, là-bas, qui avait été effacé à ses yeux. Il avait oublié le billet de maîtresse. Il devait immédiatement le donner à Mère. Il ouvrit la porte. Le couloir était vide. En bas, à travers les profondeurs successives des mondes, une brume légère flottait dans un silence qui ne troublait aucun bruit de pas. Les collines étaient tranquilles. Les fontaines d'argent ne palpitaient pas, sous le premier soleil et la rampe se levant sur elle-même hors des brumes. Était un monstre préhistorique, venu épier sa chambre. Il s'éloigna de cette créature cherchant Mère, comme un bateau blanc, entraîné par les marées de l'aube et les vapeurs d'en bas. Elle n'était pas là. Il se hâta de descendre vers les terres silencieuses, appelant « Mère! Mère !» Il la découvrit dans le salon effondrée sur le sol, dans sa toilette de soirée, vert et or, une coupe de champagne à la main. Le tapis était jonché de verres brisés. Elle était visiblement endormie. Aussi s'assit-il à la table magique du petit déjeuner. Il cligna des yeux devant la nappe blanche où seules les assiettes étincelantes reposaient. Il n'y avait aucune nourriture. Toute sa vie, des plats merveilleux l'avaient attendu. Mais pas aujourd'hui. « Maman, réveille-toi! » Il courut vers elle. « Dois-je aller à l'école? Qu'y a-t-il à manger? Réveille-toi !» Il gravit en courant les étages. Les hautes terres étaient froides, enveloppées de pénombre, et le soleil de verre blanc, accroché au plafond, n'y brillant pas en cette journée de brouillard maussade. Le long des couloirs obscurs, à travers des continents de silence, Edwin se hâtait. Il frappait et cognait à la porte de l'école.
Elle s'ouvrit d'elle-même en grinçant. L'école était vide et sombre. Pas de feu ronflant dans l'âtre pour projeter des ombres sur les poutres du plafond. Pas un craquement, pas un murmure. « Maîtresse !» Il s'immobilisa au milieu de la salle, morne et glacée. « Maîtresse !» cria-t-il. Il tira violemment les doubles rideaux. Un faible rayon de soleil transperça les vitraux. Edwin s'agita. Il commanda au feu d'exploser comme des grains de maïs sur l'âtre. Il lui commanda de s'épanouir à la vie. Il ferma les yeux pour donner à maîtresse le temps d'apparaître. Et les rouvrit et fut stupéfait par ce qu'il aperçut sur le bureau. Soigneusement pliée se trouvait la robe et le capuchon gris et par-dessus les lunettes d'argent et un gant gris. Il les toucha. L'autre gant avait disparu. Un morceau de craie grasse, fardé, était posé sur la robe. Il l'essaya sur sa main. Elle y laissa des traînées noires. Il se recula, fixant la robe vide de maîtresse, les lunettes, la craie grasse. Sa main toucha le bouton d'une porte qui avait toujours été fermée. Elle s'ouvrit en pivotant lentement. Il regarda dans ce petit placard brun. « Maîtresse ?» Il y entra, en courant. La porte se referma. Il pressa un bouton rouge. La pièce s'enfonça, sombra. Envahi par un froid mortel. Le monde était silencieux, calme et frais. Maîtresse partie, et mère endormie. La petite pièce descendait toujours, l'emportant entre ses mâchoires de fer. Des rouages s'entrechoquèrent. Une porte s'ouvrit, en glissant. Edwin se précipita à l'intérieur. Le salon. Derrière lui, il n'y avait non pas une porte, mais le grand panneau de chêne par lequel il venait de sortir. Mère était toujours allongée, endormie, indifférente. Lorsque Edwin la vit rouler sur elle-même, passant presque inaperçue, bien pliée sur son corps, apparut des gants souples et gris, de maîtresse. Il resta près de mère très longtemps, tenant dans la main son incroyable découverte. Il se mit à pleurnicher. Il fut de nouveau vers les hautes terres. L'âtre était froid, la salle vide. Il attendit. Maîtresse ne se montra pas. Il descendit vers les solennelles basses terres et commanda à la table de se couvrir de plats fumants. Rien ne se produisit. Il s'assit près de mère, lui parla, la supplia, la toucha. Ses mains étaient froides. La pendule tic-taquait. La lumière changeait dans le ciel. Mère ne bougeait toujours pas. Il avait faim. Emporté par les airs, la poussière silencieuse tombait à travers les différents mondes. Sa pensée revient à maîtresse. Il se dit que si elle n'était sur aucune des collines, ni sur les montagnes d'en haut, elle ne pouvait se trouver qu'à un seul endroit. Elle avait dû par erreur se perdre dans les terres extérieures, égarée, jusqu'à ce que quelqu'un la trouvât, la ramenait pour qu'elle réveillât mère, qui sans cela resterait indéfiniment allongée, avec cette poussière qui retombait dans les grands espaces obscurs. Il traversa la cuisine et passa la porte de derrière. Là, il découvrit le soleil tardif de l'après-midi et aperçut le faible mugissement des bêtes. Au-delà de l'orée du monde, il longea le mur du jardin, n'osant s'en éloigner. Au loin, il aperçut la boîte fracassée qu'il avait jetée par la fenêtre. Des taches de soleil frémissaient sur le couvercle brisé et répandaient des tremblotements sur le visage du diablotin qui en avait jailli, les deux bras tendus au-dessus de sa tête en un geste d'éternelle liberté. Le jouet souriait et ne souriait pas, souriait et ne souriait pas, selon que le soleil éclairait ou non sa bouche ou les alentours.
Edwin resta là, hypnotisé. Le diablotin ouvrait les bras en direction du sentier qui s'éloignait entre les arbres secrets, le sentier interdit, au sol souillé par les excréments huileuses des bêtes. Mais le silence y régnait, et le soleil réchauffait le petit garçon qui entendait le vent souffler doucement dans les arbres. Il finit par lâcher le mur du jardin. « Maîtresse !» Il fit quelques pas sur le sentier. « Maîtresse !» Ses chaussures glissèrent sur les déjections huileuses. Il regarda aveuglé le tunnel immobile au loin. Le sentier s'allongeait sur ses pas. Les arbres s'agitaient au-dessus de lui. « Maîtresse ! Maîtresse ! Maîtresse !» Il marcha lentement, sans interruption. Il se retourna. Derrière lui, c'était son monde, dans son silence tout neuf. Qu'il était petit, comme il avait diminué. Comme c'était étrange de le voir plus petit qu'il ne l'était. Il lui avait toujours paru si vaste. Il sentit son cœur s'arrêter. Il recula de quelques pas. Puis, effrayé par le silence du monde, fit de nouveau face au chemin de la forêt. Tout était nouveau devant lui. Des odeurs emplissaient ses narines, des couleurs, des formes étranges, des volumes incroyables emplissaient ses yeux. Si je cours plus loin que les arbres, je mourrai, pensa-t-il. Car c'est ce que mère disait. Tu mourras, tu mourras. Mais qu'est-ce donc que mourir ? Une autre chambre ? Une chambre bleue ? Une verte ? Bien plus grande qu'aucune chambre ayant jamais existé ? Mais où est la clé ? Là, très loin devant, une grande grille en fer forgé, un portail entr'ouvert, derrière d'une chambre aussi vaste que le ciel, toute colorée de vert et des arbres et du gazon. « Oh mère ! Oh maîtresse !» Il fonça, trébucha, tomba, se releva et se mit à courir. Ses jambes molles le lâchèrent et il tomba et retomba en dévalant la pente d'une colline, hors du chemin. Il gémit, pleura, puis ne gémit plus, ne pleura plus, mais produisit de nouveaux sons. Il atteignit le grand portail de fer rouillé et grinçant, et bondit de l'autre côté. L'univers décrut. Il ne se retourna pas pour regarder ses anciens mondes, mais courut et laissa se faner et disparaître. L'agent de police, au bord du trottoir, regardait au bout de la rue. « Ces mômes, je n'arriverai jamais à les comprendre. »« Pourquoi ça ?» demanda le piéton. Le policier y réfléchit, sourcils froncés. « Il y a 2 ou 3 secondes, un gamin est passé en courant. Il criait et pleurait, riait et pleurait en même temps. Il sautait et bondissait pour toucher des choses comme les réverbères, les poteaux de téléphone, les bouches d'incendie, mais aussi les chiens, les gens, des choses comme les trottoirs, les portes, les grilles, les voitures à l'arrêt, les vitrines, l'enseigne du coiffeur. Bon sang, il m'a même attrapé et tenu fermement, en me regardant puis en regardant le ciel. Il fallait voir ses larmes. Et pendant tout ce temps, il criait et hurlait quelque chose de bizarre.
Qu'est-ce qu'il hurlait? S'enquit le piéton. Il hurlait sans arrêt. Je suis mort, je suis mort, je suis content d'être mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort, c'est bon d'être mort. L'agent se gratta lentement le menton. Un de leurs nouveaux jeux de gamins, je suppose.